Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parle sport. C'est le 12e numéro de cette saison sur TV 78. Au programme aujourd'hui, comme toujours, des analyses techniques, des décryptages et surtout une dose de bonne humeur. Pour m'accompagner, nos chroniqueurs sont avec nous sur ce plateau. Présentation en musique de cette Dream Team. On commence à ma droite, musique. C'est une légende vivante. C'est un cycliste incroyable. Il a déjà relié la France à la Chine en vélo. Une autre fois, il a passé plus de 24 heures sur un vélo sur la piste du Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous pouvez vous retourner. Jean-Michel Richefort nous fait l'honneur de venir dans cette émission. Bonjour. Comment allez-vous, Jean-Michel ? Toujours en forme. C'est un plaisir de vous revoir sur cette émission. C'est vous vrai, avez fait plusieurs émissions avec nous dernièrement, mais Il y a plus de longtemps. si on parlait sport depuis un petit moment. C'est vrai, à peu près un an. Voilà, vous avez gagné en expérience. Je ne sais pas, on va Depuis la voir. dernière émission. On continue notre tour de table à gauche, musique. Vous reconnaissez sa musique. Il est journaliste chez TV 78. C'est lui aussi une légende, un monument. Il connaît tout sur le sport yvelinois. Il est aussi un grand fan du football italien. Notre Italian lover, notre tour de Pise, Grégory Canale est avec nous pendant une heure. J'espère qu'elle va pas vaciller la tour de Pise, qu'elle va rester en place. Bonjour Mickaël, bonjour Jean-Michel. Comment allez-vous ? Écoutez, très bien. À vrai dire, même un petit coup de mou sur ce début de saison, mais on dit que c'est à ce moment-là, c'est plutôt même sur le mois de novembre, qu'on va ressentir le travail qui a été accompli durant l'été, la petite préparation physique. Normalement, elle devrait permettre de pouvoir repartir sur une belle lancée en novembre. Voilà, vous allez nous gratifier encore d'une nouvelle envolée, une magnifique envolée dans quelques instants. J'ai eu la chance de la lire en avant-première et elle est pas mal. Je vous laisse la découvrir dans quelques instants. On termine de l'autre côté, musique. Les fans de ce talk le comparent à Georges Clooney car il est toujours élégant et il adore le café. Il nous vient tout droit des lointaines contrées versaillaises, une ville qui lui est chère. Notre gladiateur Pierre Chevalier du Rugby Club de Versailles est avec nous. Comment allez-vous ? Georges Clooney. Georges Clooney. Eh ben c'est flatteur. Bonjour les copains, ça va très bien. Bonjour. Ça va très bien, en pleine forme. On est en phase montante par rapport à la préparation. Donc effectivement, les bienfaits de la préparation estivale devraient se faire sentir. Déjà, c'est le cas. Vous parlez pour vous ou le Rugby Club de Versailles ? Les deux, mon général. On est passé à travers le Covid et tout ça. Maintenant, on est en place. La stratégie peut s'appliquer. En tout cas, on embrasse aussi Jean-Miss et Yann Dujarier qui n'ont malheureusement pas pu venir sur cette émission. On les retrouvera évidemment sur les prochaines émissions. Avant de passer au programme, on va parler football. Grosse déception pour le FC Versailles. Le demi-finaliste de l'édition 2022 a été éliminé par le Red Star lors d'une terrible séance de tirs au but. Le score 1-1 et 5 tirs au but à 4 pour le Red Star. Le club de National pourra se consoler avec le championnat où les Versaillais ne sont pas trop mal avec une 3e place. Cette élimination est-elle un choc pour les Versaillais ? Vous répondez oui ou non. Comme d'habitude, non. Oui. Non pour vous, Pierre. Oui pour vous, Grégory. Oui pour vous, Jean-Michel. On va faire un petit duel entre Grégory et Pierre. Pierre, vous commencez peut-être. Allez. Vous êtes seul contre tous. Ouais, voilà. J'ai habitué, on va dire. Je dirais que ça n'est pas un choc parce que après une saison comme la saison dernière, il n'est pas anormal ou anodin de voir un petit peu une espèce d'immense gueule de bois sur la compétition qui nous intéresse, c'est-à-dire sur la Coupe de France. Sur la Coupe de France. Pourquoi je dis que c'est pas forcément un choc, c'est que après l'épopée de 2022, avec cette demi-finale de Coupe de France, on a vu, on a débattu et on a pointé la qualité de l'effectif versaillais qui s'est renforcé à l'été 2022, le début de saison encourageant, on en parlait il y a 15 jours sur ce plateau, et sur les ambitions qui sont pour l'instant au rendez-vous, avec au minimum l'effet maintien, et puis peut-être plus si l'appétit vient en mangeant. Mon propos est de dire que même en sport, et surtout en sport, on ne peut pas forcément courir plusieurs lièvres à la fois. Et en l'occurrence, je pense que psychologiquement, le FC Versailles est passé sur un autre plat.
sur une autre stratégie et sur une autre volonté qui est celle du championnat. Le fait assumé de pouvoir se maintenir en national, de pouvoir bien y figurer, puisque là vous l'avez rappelé, le début de saison est plutôt encourageant pour un promu, parce qu'en plus la poule de national, enfin cette division est quand même assez relevée en termes d'équipes, avec certaines équipes qui ont même ferraillé avec le plus haut niveau. Donc tout ça pour dire que ils sont passés à autre chose. La case Coupe de France, épopée aux Coupe de France, elle est cochée. Et maintenant, ils sont concentrés sur le championnat. Maintenant, c'est vrai que sur un sixième tour de Coupe de France, bon, oui, on pouvait penser qu'après, avec le scalp de Toulouse, le scalp de ceux qui tombent l'OM, etc., on pouvait attendre mieux que face à une équipe comme le Red Star. Mais le Red Star est aussi une bonne équipe de coupe, une bonne équipe de championnat. Qui est d'ailleurs dans le championnat de national. De national. Donc c'était équitable comme opposition, mais le FC Versailles avait déjà, je dirais, l'esprit au championnat, donc pas forcément choqué. Grégory, il y a beaucoup d'arguments du côté de Pierre. Hein. Il monte en régime, effectivement. La chose qui a été avancée, ça va me servir de premier argument. On a envie de dire déjà, 6e tour de Coupe de France, on est dans les tout premiers tours pour Versailles. Alors la Coupe de France a commencé pour les clubs amateurs au premier tour. Versailles, ils sont passés presque à la trappe sur le dernier tour. Il y avait eu des grosses échauffourées sur un match en Seine-Saint-Denis, qui était passé... Ils ont gagné 3-1, mais il y a eu des échauffourées à la fin. Le match a été arrêté à avant. plusieurs reprises. Donc il y a eu ce premier tour pour Versailles qui était le 5e tour. Et j'ai envie déjà de dire 6e tour, c'est dommage quand on a vécu l'épopée formidable de la saison dernière jusqu'en demi-finale. On attendait au moins un petit, 7e, voire 8e tour sur cette Coupe de France, voire peut-être affronter de nouveau un club de Ligue 2 comme ils avaient pu le faire l'année dernière face à Toulouse. Là, il y a une petite déception quand même à plusieurs titres. Il y a une élimination face à une équipe pensionnaire de la même division. Alors, ils n'ont pas eu forcément de chance au tirage de prendre le Red Star dès ce 6e tour. L'élimination au tir au but laisse un goût amer. Ils sont revenus dans ce match. Ils étaient menés 1-0. Ils ont réussi à revenir grâce à un but contre son camp du Red Star. Le gardien du Red Star a été brillant et a stoppé la tentative du joueur versaillais dans cette séance de tir au but. Donc 6e tour, oui, ça laisse quand même un goût d'inachevé, d'autant qu'en plus ce match s'est joué au stade Michel Hidalgo, faut le rappeler, parce que le stade Montboron n'était pas disponible. On aurait pu voir un FC Versailles revenir. Encore une fois, pour cette Coupe de France, ils auraient pu revenir au stade Montboron devant leur public. Là, c'est vrai que cette saison, il y a l'exil du côté de Paris. Je rappelle que le stade Montboron n'est pas encore homologué pour mais il était homologué pour un 6e tour, pour des rencontres de nationales. Et souci de calendrier, il y avait à ce moment-là un gala d'athlétisme à Versailles, et donc on n'a pas pu forcément faire jouer cette équipe versaillaise. Donc il y a quand même un petit goût de déception, un goût d'inachevé sur ce 6e tour. On attendait aller au moins un 7e, 8e tour pour le FC Versailles, je pense. Jean-Michel, qui vous a convaincu ? Moi, je partage les arguments de Grégory. Effectivement, deux équipes qui se valent, deux équipes qui sont en national. Le Red Star, ce n'est pas n'importe qui. C'est une équipe avec de l'expérience, une équipe de coupe. Et après, lorsqu'on arrive à la séance de tir au but, tout est possible. C'est la loterie. Mais c'est quand même une déception pour moi. Enfin, voilà. On aurait aimé les voir poursuivre un peu l'aventure Coupe de France, qui est un peu une marque de fabrique de Versailles. Mais je pense qu'ils vont faire un très bon championnat, et maintenant, voilà, ils vont se concentrer sur le championnat. Mais les arguments de Grégory m'ont convaincu, malgré tout. En championnat, en tout cas, c'est 4 victoires, 3 nuls et 2 défaites pour 15 points engrangés. Ils sont 3e du championnat actuellement. Pierre. Pour réconcilier tout le monde, on pourrait dire que justement, cette déconvenue serait bien vite oubliée si le FCV se maintient et plutôt dans la première moitié de tableau. Voilà, on voit le classement, justement, cette première partie de tableau. Ils sont 3e, mais on le disait la dernière fois, c'est très serré dans le championnat national. On rappelle que le 13e, à partir de la 13e place, on descend dans le championnat national 2. Et vous voyez, il y a 3 points d'écart avec la 12e place. Donc tout est ouvert dans ce championnat de national. Aussi bien pour le positif au Versailles, mais on n'espère pas le négatif en fin de saison. On espère. Jean-Michel, vous voulez rajouter quelque chose ? On pourrait espérer une montée ?
On en a parlé. On en a parlé. Le sujet est posé. Pour l'instant, personne n'a tranché. C'est sans doute un peu tôt pour l'imaginer ou l'espérer sur une première saison en national. Alors nous allons maintenant très rapidement à l'AS Poissy, qui est le dernier représentant yvelinois en Coupe de France. Il y a un 7e tour pour l'AS Poissy et ils joueront contre le CSM Noissel, qui est une équipe de National 3. L'AS Poissy qui est en National 2. Donc sur le tirage, potentiellement, ça peut se faire. Et l'AS Poissy qui a éliminé une équipe de National 2 également, Sainte-Geneviève. Donc il faut leur rendre hommage. C'est peut-être le petit poussé yvelinois de cette saison. Notre nouveau Versailles. Non, pas de pronostic. Mais c'est peut-être le petit poussé yvelinois derrière lequel on va être sur cette saison de Coupe de France. Et on espère évidemment une demi-finale de Coupe de France comme Versailles l'année dernière contre Nice, pourquoi pas, une équipe de Ligue 1. Nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de basket et du prodige Victor Wembanyama. Les Yvelinois affolent la NBA. Nous parlerons également de voile. Louis Burton participera à la Route du Rhum. Ce sera le 6 novembre prochain et il veut performer. Mais avant de parler de ces thématiques, on va parler de cyclisme sur piste. On va revenir du coup dans cette thématique sur les championnats du monde de cyclisme sur piste. Ils étaient organisés du 12 au 16 octobre au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Une vraie répétition générale avant les Jeux Olympiques de 2024 sur la piste. Les tricolores s'en sont plutôt bien sortis avec 3 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 1 médaille de bronze. On écoute le DTN de la Fédération française de cyclisme, Christophe Manin, au micro de TV78. On est toujours sur cette stratégie de ne pas annoncer d'objectifs de médaille, mais on sait là où on est médaillable par rapport aux résultats passés, aux résultats dans les Coupes du Monde. Donc là, il y a eu des disciplines où on pensait qu'on était médaillable et ça s'est mal passé. Puis on a eu aussi d'autres surprises où on ne pensait pas qu'on y serait. Et donc voilà, ça a compensé, je pense, 2 pour 2. Alors pour l'or, il y a eu la médaille d'or de Mathilde Degros sur la vitesse individuelle, la médaille d'or de Marie-Divine Kouamé sur le 500 mètres et l'or sur le Madison Homme avec le duo Donavan-Grondin-Benjamin Thomas. Pour l'argent, il y a eu Melvin Landerneau sur le kilomètre, une médaille d'argent sur le Madison Femme avec Clara Copponi du club local du VCE Sky Team Vousser et l'argent avec Benjamin Thomas sur l'Omnium. Enfin, il y a la médaille de bronze en poursuite par équipe. La question sur cette thématique, le bilan de ces mondiaux est-il bon pour la France sur la piste et dans les tribunes? Oui, pour vous, tout le monde est unanime. Jean-Michel, je vais vous donner la parole. Vous étiez pendant 5 jours sur ces championnats du monde de cyclisme sur piste. Oui, c'est un bon bilan. Au cœur du Vélodrome. Et dans l'air central même. Dans l'air central, oui. On a vécu cela avec passion, émotion également, parce qu'on a eu des émotions avec les médailles d'or, avec les médailles françaises. Oui, c'est un bon bilan, incontestablement. Le niveau d'ensemble dans toutes les disciplines a augmenté par rapport à 2015. Et d'ailleurs, le DTN, Christophe Manin, ne se prononçait pas trop quant aux médailles, au nombre de médailles. Personne ne se prononçait d'ailleurs sur ces médailles. Hein. Ici non plus. Ici non plus. Et voilà, c'est quand même un bon bilan. Et moi, ce que je retiendrai, c'est sur les 7 médailles, les 5 médailles sur les disciplines olympiques. Et ça, c'est le plus important. C'est le plus important. Donc, c'est de bon augure pour dans 2 ans. Il y a encore du boulot à faire. Bon, il y a bien sûr une déception en vitesse par équipe. Où là, bon, il y a eu un faux départ qui a perturbé donc notre équipe. Et puis vitesse par équipe masculine, hein, bien sûr. Vitesse par équipe masculine et donc avec Timmy Gillon du team Vousser. Oui, Team Vousser, Saint-Quentin-en-Yvelines, le club local et qui est le petit jeune de cette équipe. Mais c'est une je précise qu'il a quand même il a tout juste 20 ans. Ah, oui. Mais c'est une équipe qui normalement pouvait jouer la médaille d'argent, voire une médaille de bronze, sans aucun problème. Hein. Ils ont toujours été médaillés, hein. Je vous rappelle, les Français. Voilà, c'est la petite déception. En vitesse individuelle, la chute de Sébastien Vigier, qui est quand même le leader des sprinters, la chute dans sa demi-finale de Kering. Et après la ligne d'arrivée. Hein, oui, dans le virage, juste après la ligne d'arrivée. Voilà, hein. Une chute où il s'est brûlé. Et là, ça l'a handicapé pour la vitesse individuelle. Voilà, là, c'est le... Mais
ça peut arriver, bien sûr, malheureusement, mais cela dit, oui, c'est un bilan positif et plein de promesses pour les échéances à venir. Grégory, bilan positif. Le mot promesse, on en parlait avec Jean-Michel sur ce plateau lundi dans le 7-8. Jeunesse, c'est la jeunesse qui a aussi brillé, de la jeunesse qu'on attendait. On a mis la pression sur une Mathilde Gros depuis de nombreuses années. Elle l'a supporté sur ces mondiaux. Elle a réussi à remporter l'or sur la vitesse individuelle. Et des jeunes qu'on n'attendait pas forcément. On a parlé de Marie-Divine Kwame. C'est aussi l'un des gros sourires sur ces 5 jours de compétition. On va peut-être justement l'écouter, Marie-Divine Kwame. Elle est pleine de fraîcheur. Ouais. En tout cas, on va l'écouter en interview. Alors, on va l'entendre dans quelques instants. Déjà, je voulais remercier tout le public français, toute ma famille qui est dans les tribunes. J'ai passé un moment incroyable que j'oublierai jamais. Devenir championne du monde à 20 ans sur 500 mètres, c'est incroyable, ça promet pour la suite. Je suis tellement fière. Je pensais jamais ressentir ce genre d'émotion et c'est incroyable. Je le souhaite à tous les sportifs du monde. Je le souhaite à même les non-sportifs de ressentir ça, la fierté des parents, la fierté de la famille, des amis, de l'équipe, du coach, de tout le monde. Et voilà, je suis trop contente. Pleine de fraîcheur, Marie-Divine Kwame. Et qui est venue auréoler ce week-end. Alors, j'ai envie de dire, heureusement qu'il y a eu le week-end pour sauver ces mondiaux, parce que Jean-Michel le rappelait, ça a commencé sur un faux départ presque. Il y a vraiment eu un faux départ pour la vitesse par équipe homme, mais il y a eu des déceptions. Il y a aussi la poursuite homme par équipe avec l'élimination en quart de finale. On attendait aussi de cette équipe de France qui est championne d'Europe, qui a été championne d'Europe à Munich l'été dernier. Et là, le week-end qui est venu sauver, j'ai envie de dire, c'est même pas les meubles, qui est venu carrément même rendre cette compétition réussie, aussi bien dans le public. On a eu un vélodrome qui a été plein, qui a fait le plein 5000 personnes par jour sur les journées de samedi et dimanche. Et des médailles d'or, Mathilde Gros le vendredi sur la vitesse individuelle femme qui a fait la une de l'équipe le samedi, Marie-Divine Kwame pleine de fraîcheur le samedi et Grondin et Thomas sur le dimanche. Donc on a très bien terminé ces mondiaux et c'est de bon augure, j'ai envie de dire, pour Paris 2024. Pierre Chevalier, Mathilde Gros, c'est peut-être l'image de ces championnats du monde. Mathilde Gros en larmes, après tout ce qu'elle a vécu ces dernières années. On l'a pas mal critiqué, il faut le dire, sur ce plateau en disant que voilà, on attendait tellement en fait de Mathilde Gros sur ces dernières échéances. Là, ça y est, elle a brillé. Moi, je me souviens surtout de la présentation qu'on en a fait, et ce depuis qu'elle est passée du basket au vélo. J'ai entendu après son titre l'histoire de sa découverte sur un watt bike à un entraînement de basket qui fait dire à un spécialiste, je sais pas s'il était membre des équipes de France ou de l'encadrement, cette petite, elle a de la puissance dans les jambes. Il faudrait qu'elle rencontre quelqu'un chez nous. Et elle passe. Effectivement, Greg parlait de pression, mais moi je pense que c'était surtout des attentes finalement de cet ovni là. On parle d'ovni au rugby, c'est peut-être aussi un ovni dans le monde du vélo. Et ce que j'ai trouvé fantastique, vous connaissez moi mon amour pour le vélo, donc je vais essayer de donner une émotion de spectateur, parce que c'est la première fois que, grâce à la médiatisation de ces titres-là, je suis un petit peu confronté à l'entertainment du vélo, et j'ai trouvé les deux réactions de ces championnes, parce que ce qui est génial aussi, c'est que c'est deux femmes qui gagnent. C'est deux femmes qui gagnent dans un milieu où c'est souvent les hommes qui performaient, notamment au JO, et avec Greg Boger par exemple. Ces deux femmes... Mathilde et Marie-Divine, quel prénom, ce sourire-là et cet enthousiasme à 2 ans des JO, c'est absolument fantastique. Donc je retiens que c'est cette histoire fantastique d'une responsabilité assumée par Mathilde Gros, et ça, énorme coup de chapeau, d'être là au rendez-vous, là où personne ne se prononçait finalement. Tu l'as rappelé, ni l'encadrement, ni nous les observateurs extérieurs sur ce plateau ne nous prononcions sur les chances de médailles françaises. C'est là aussi, on se mouillait pas beaucoup à l'époque, et force est de constater que le bilan est positif avec notamment ces deux titres, plus les autres qui ont suivi, malgré les déceptions de ceux qu'on attendait, notamment les garçons. Et c'est, je pense, c'est une note d'espoir fantastique pour le vélo,
pour la capacité des équipes de France de réussir leur JO en 2024, et particulièrement dans ce vélodrome de Saint-Quentin dont on parle souvent, et là qui a vibré et qui a fait de ces championnats du monde une répétition générale de Paris 2024. Juste pour le plaisir, on va peut-être réécouter la réaction de Mathilde Gros, qui a fait la une de l'équipe aussi le lendemain. On va justement l'écouter. Incroyable soirée, c'est vraiment un rêve. Chanter la Marseillaise devant mon public, sur ma piste, dans notre vélodrome. Enfin, nous, toute l'équipe de France, on s'entraîne ici, donc c'est pour tous les autres athlètes, pour tout le staff, pour la Fédé, c'est vraiment, c'est pour eux quoi, c'est top. Je pouvais pas rêver mieux ce soir. Jean-Michel, sur ma piste, assez appropriée, sa piste du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et là, c'est très fort, mais pour revenir un peu en arrière, effectivement, on en a fait peut-être une grande championne avant l'heure. Il fallait la laisser mûrir parce que elle n'a pas fait 23 ans. Hein. Elle n'a pas fait d'école de cyclisme. Donc quand on vient d'un sport et puis même avec des qualités exceptionnelles, hein, vous l'avez rappelé, mais il y a un apprentissage, il y a la technique, il y a de l'expérience à acquérir. Donc n'oublions pas, elle a été championne d'Europe, elle a mûri, mais on l'attendait trop vite. Et il faut laisser mûrir. Là, elle a pris une dimension supérieure et je pense que maintenant, elle est sur la bonne trajectoire pour égaler Félicia Ballanger, hein, n'oublions pas, qui a été multiple championne du monde, championne olympique également. C'est un modèle aussi. Et là, elle est bien partie sur les traces de Félicia. Je pense qu'on la reverra avec plaisir au JO dans 2 ans. Dernière question peut-être sur cette thématique des championnats du monde. Est-ce que l'événement est réussi et surtout, est-ce qu'il faut améliorer les choses peut-être pour ces JO de 2024 qui seront dans ce Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines parce que c'est terminé, maintenant on parle de l'après. Moi, je pense sincèrement que c'est réussi parce que, en tant que, là encore une fois, spectateur extérieur à ce sport, que je regarde assez peu, j'ai été touché au propre et au figuré, notamment par cette fraîcheur dans l'équipe de France féminine, notamment, et avec ces 2 titres. Et j'ai trouvé dans les nombreuses images qu'on a vues, parce que ça a été l'occasion de médiatiser encore un peu plus le cyclisme sur piste, agréablement surpris par le monde qu'il y avait dans les travées du vélodrome. Pour une fois, il n'était pas forcément plein, mais pas plein sur les premiers jours, mais après c'était sold out complet sur vendredi, samedi, dimanche. Un week-end superbe. Donc sur ce point de vue-là, répétition générale sur ce qu'il faut continuer à faire ou ne pas faire, et puis un élan populaire qui promet pour 2024. Grégory, ça promet pour 2024. Est-ce qu'il faudra peut-être améliorer des choses, à votre avis ? Les organisateurs disent qu'il faut travailler encore sur la sécurité, parce que aussi sur cette agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, il y aura plusieurs sites olympiques, beaucoup plus de monde aussi à accueillir, avec le golf national, le VTT sur la colline, et aussi le BMX, hein, toujours sur ce site du Vélodrome. Donc même sur le site du Vélodrome, on aura aussi bien le cyclisme sur piste et le BMX. Il y aura aussi le pentathlon moderne, l'escrime du pentathlon moderne au Vélodrome. Donc c'est un événement d'une autre ampleur, avec peut-être d'autres priorités, d'autres, on va dire, problématiques. Mais en tout cas, peut-être sur la sécurité, c'est ce qui est ressorti dans les discussions avec les organisateurs. Et là, ça sera complet tous les jours, hein, sur les Jeux Olympiques. Jean-Michel, peut-être quelque chose à améliorer ? La connexion Internet, apparemment, pour les journalistes ? Oui, bon, après, ce sont des détails, mais bien sûr, ça... Aussi l'accès, peut-être les parkings, mais ce sera, je pense, résolu d'ici là, hein, parce qu'il faut réfléchir à tous les paramètres lorsqu'on organise les Jeux Olympiques. Mais déjà les équipes de la fédération vont travailler avec les équipes du COJO pour peaufiner donc cet accueil au sein de ce vélodrome, le stadium de BMX, et puis Élancourt, la butte de la revanche à Élancourt. Tout ça devrait être au top pour les JO. Pour la piste, il parle également de créer du spectacle aussi autour de ces Jeux Olympiques, avec peut-être des engins pyrotechniques, une lumière qui s'abaisse au moment des finales. Est-ce que vous pensez que ça peut être une bonne option ? C'est Nicolas André qui nous a confié ça
il travaille à la Fédération française de cyclisme. Sûrement. De toute façon, tout ce qui sera un plus pour mettre en valeur les athlètes, notamment donc baisser un peu la lumière dans les tribunes, éclairer la piste, enfin avec des jeux de lumière. Et n'oublions pas que ce sera télévisé dans le monde entier. Et là, effectivement, il y a sûrement une mise en scène à peaufiner et qui sera déjà, on le verra prochainement lors de la Champions League fin novembre, où là, il y aura 26 novembre au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Oui, il y aura aussi une belle mise en scène où les organisateurs ont ce savoir-faire. Mais oui, il y a des détails à améliorer, mais cela dit, dans les grandes lignes, ces championnats du monde ont été une belle répétition pour les JO. Pierre Chevalier, très rapidement. Une dernière réaction d'émotion. J'ai noté dans les réactions et les interviews de Marie-Divine et de Mathilde la référence à leur famille. Et justement, quand quand Mathilde Gros se jette dans les bras de sa maman et de sa famille, oui, avec une émotion submergée, submergente. Toute la famille Gros qui était Marie-Divine qui, pareil, fait référence à sa famille et qui souhaite tout ça à tous les sportifs du monde, c'est aussi prometteur en espérant que la famille France 2024 et que toutes les équipes de France puissent être mobilisées à ce point pour les JO à Paris. On va maintenant passer à notre envolée du jour avec vous, Grégory. C'est toujours le moment qui plaît aux téléspectateurs de TV78. C'est à vous. Il y a un athlète qui a attiré votre attention sur ces mondiaux, Grégory, et il n'est pas français. Évidemment, j'ai envie de dire avec tour de table, de quelle nationalité est-il? Je ne sais pas, slovaque. Jean-Michel. Je n'ai aucune idée. Italien, évidemment. Italien, bien évidemment, l'Italian Lover. Allez parler d'un Italien. Je vais vous parler de Filippo Ganna, celui que l'on a renommé de l'autre côté des Alpes Super Pippo. Il a une fois de plus brillé sur ces championnats du monde de cyclisme sur piste. Mais c'est normal, voilà, je vais mettre l'accent. Et ce n'était pas gagné pour Ganna. Elle était facile, celle-là. Mais il est arrivé fatigué sur ces mondiaux de cyclisme sur piste. On en reparlera tout à l'heure. On évoquera pourquoi. Et le coureur de la Ineos de 26 ans a même plutôt déçu sur le début, il faut le dire. Avec la Squadra Azzurra, championne olympique et du monde en titre de la poursuite par équipe, il n'a pas réussi à se transcender. Pippo n'a pas été impressionnant en finale contre la Grande-Bretagne. Il n'a gagné aucun dixième sur ses adversaires au moment où c'était lui qui menait l'Italie. Résultat, une deuxième place et une médaille d'argent. Ça, c'était jeudi et on se dit à ce moment-là que le transalpin n'est pas dans son assiette, que ce sera pas sa semaine à Saint-Quentin en Yvelines, mais c'était mal connaître ce double champion du monde de contre-la-montre, quadruple champion du monde de la poursuite, quadruple quand il est arrivé bien sûr dans les Yvelines, puisque le lendemain, Filippo Ganna a éclaboussé le vélodrome de sa classe et de son talent face à son compatriote Jonathan Milan. L'athlète a remporté une 5e médaille d'or dans sa carrière en poursuite individuelle. Encore mieux, il a battu le record du monde détenu par l'Américain Ashton Lambie avec son chrono de 3:59.636. Un exploit incroyable. C'est le premier coureur de l'histoire à passer sous la barre des 4 secondes au niveau de la mer. 4 minutes, 4 secondes, c'est très court. 4 minutes au niveau de la mer. Merci Jean-Michel pour ce petit lapsus de me l'avoir signalé. Alors, on a pu recueillir sa réaction. C'était avec Mélanie Poquet. Le matin de sa performance, écoutez-le, Ganna ne voulait même pas s'aligner sur cette compétition. Regardez. Aujourd'hui, ça a été l'une des journées les plus intenses que j'ai vécues. Ce matin à 10h30, je ne voulais pas faire la poursuite. Je voulais mettre fin à ma saison. Je voulais partir en vacances. Et après, mes coéquipiers sont arrivés, ceux qui étaient en bord-piste, pour m'encourager, me dire que je pouvais le faire. Je dois leur dire merci d'avoir cru en moi et de m'avoir donné confiance. Donc merci à eux, merci à tout le public aussi qui était ici, vraiment chaleureux, merci, vraiment. Car quand j'ai compris que je pouvais le faire, battre ce record du monde, eux aussi m'ont donné la grinta, l'énergie pour y arriver, donc merci. Le petit merci en français, vous l'aurez noté à la fin de l'interview. Alors rappelez-vous, je vous disais tout à l'heure que Filippo Ganna est arrivé sur ces mondiaux fatigué et pour cause. Le samedi d'avant, c'était le 8 octobre, Pippo s'emparait du record du monde de l'heure en parcourant 56 km 792 sur la piste de Grande en Suisse. Il a effacé la marque de 55 km 548 réalisée en août dernier par son propre ingénieur, Daniel Bigam. Il détient déjà depuis l'an passé avec ses coéquipiers également un autre record, celui du monde sur la poursuite
par équipe. Alors en 5 jours, on l'a vu, donc c'est pas un, c'est 2 records du monde que s'est adjugé l'Italien. Stratosphérique a qualifié la Gazzetta dello Sport, c'est l'équivalent de l'Équipe en Italie, c'est le principal quotidien sportif italien. Filippo Ganna s'est même payé le luxe d'être en une le lendemain. Alors il fait pas la grosse une comme Mathilde Gros, mais vous voyez sur le côté droit, on voit Top Ganna qui a donc remporté cette médaille d'or et ce record du monde à la poursuite individuelle. Il est un extraterrestre de sa discipline, mais qui garde les pieds sur terre. En parlant avec lui, Mickaël, j'ai eu le sentiment d'un homme simple, très sympathique, qui rêve des JO de 2024. Il se voit pas encore aux JO, lui dit je croise les doigts pour être de cette échéance en 2024. Petit souvenir de nos mondiaux d'ailleurs, Mickaël, ce petit selfie réalisé, c'était un grand plaisir de le rencontrer. Filippo Ganna, voilà, c'est un peu la classe à l'italienne. Oui, je vous avoue que moi aussi, j'ai pris du plaisir à le voir en tout cas, et cette petite photo le montre bien évidemment. Alors la question sur cette thématique, tout simplement, est-ce que vous êtes d'accord avec Grégory? Est-ce que c'est la classe à l'italienne, ce Pippo Ganna? Ah si. Si. Alors qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Michel? Oui, Pippo, bien sûr, c'est la classe à l'état pur. Mais on était en droit de se poser des questions parce qu'il a fait un Tour de France moyen. Il ne s'est pas imposé sur les chronos du Tour. Après, au championnat du monde, eh bien, il a été battu une nouvelle fois. Donc, c'était pas dans ses habitudes. Et là, on se posait des questions. Alors, est-ce qu'il était réellement programmé, on peut le croire, pour son record de l'heure? Le record de l'heure, n'oublions pas que sa performance, elle est quand même exceptionnelle. Il a peut-être battu son ingénieur mécanicien, mais l'ingénieur mécanicien en question, ce n'est pas n'importe qui. C'est un titulaire de l'équipe de Grande-Bretagne. Donc, et qui était au championnat du monde également, qui était dans l'équipe qui a été championne du monde de poursuite par équipe. Donc voilà, on dit oh oui, il a battu son mécanicien. Non, oui, Gab, c'est vraiment un très grand. Mais voilà, on pouvait se poser des questions. Il a été programmé, il était à l'heure avec un record du monde en descendant en dessous des 4 minutes. Sur cette piste, ce Saint-Quentin, ouais, c'est tout à fait exceptionnel, mais c'est la marque d'un très grand, voilà, très grand, et sur le vélo et en dehors du vélo, très grand, la classe, la simplicité, le sourire, il donne envie. Pierre Chevalier, la classe à l'italienne, ce Pippo Ganna. Je ne le connaissais pas et je remercie le plus italien des chroniqueurs de sport français de l'avoir fait découvrir avec ce petit accent en plus qui vous sied si bien. Et oui, a priori, il fait partie de la classe des seigneurs et en plus quand il n'est pas attendu ou quand il n'a pas trop envie, un petit record du monde ou un titre, ça a l'air facile. Son vélo coûte 60 000 €. Il est imprimé en 3D. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Chevalier? Je me prends une bagnole, moi, pour ça. Grégory, il dépasse peut-être aussi le cadre de son sport. J'ai l'impression qu'en Italie, on l'aime beaucoup. On l'aime beaucoup en Italie. Alors, on est des grands fans les Italiens sont des grands fans de cyclisme. C'est vrai que le sport roi en Italie, c'est le football. Mais à côté de ça, les sports mécaniques et le cyclisme ont aussi large place. Et dès qu'il y a des résultats italiens dans ces sports, même dans les autres sports, mais particulièrement sur ces sports, ils occupent facilement les unes des journaux le lendemain, la Gazzetta. Le lendemain, alors on aurait pu peut-être espérer, il y a une sur le foot italien, mais pour ce titre et ce record du monde, on aurait pu espérer peut-être une large une, mais c'est aussi comprendre quelle place occupe ce sport, le football en Italie, mais le cyclisme a aussi toute sa place dans le cœur des Italiens. Ouais. Merci Grégory en tout cas pour cette magnifique envolée. Comme d'habitude, les téléspectateurs sont ravis, j'en suis sûr. Le prochain grand rendez-vous Vélodrome National de 50 ans en Livine, ce sera l'UCI Champions League le 26 novembre. Vous en avez parlé juste avant, Jean-Michel. Et il y aura bien sûr un départ des coureurs du Tour de France aussi l'été prochain devant le Vélodrome National de 50 ans en Livine. Vous l'aurez compris, le Vélodrome sera vraiment au cœur du cyclisme. C'est à prochain mois. On passe maintenant à notre page débat. Dans cette page débat, on va parler de basket. Il impressionne déjà le monde de la NBA. L'Illinois Victor Wembanyama, originaire du Chénet, a disputé 2 matchs outre-Atlantique avec son équipe de Boulogne-Levallois. Il a brillé en inscrivant plus de 30 points dans 2 matchs face à des équipes de J-League, la Ligue américaine mineure. L'ancien MVP Derrick Rose pense que Wemby deviendra un modèle. La star LeBron James a dit que c'était un extraterrestre. La pépite de Boulogne-Levallois a encore performé également lors du dernier match de son club avec 24 points.
9 rebonds, 2 contres et une interception. La question sur cette thématique, est-ce qu'il faut s'enflammer? Oui ou non? Vous votez. Est-ce qu'il faut s'enflammer? Je suis entre les deux. Oui pour vous, Jean-Michel. Alors pourquoi vous êtes entre les deux, Grégory? Parce que, je le répète sans cesse, laissons grandir les jeunes dans le calme. Je rappelle qu'il a 18 ans. Il a 18 ans. On parle toujours de ses performances, mais c'est vrai qu'il se met de plus en plus en lumière. Cette date fatidique de 2023 avec cette première place annoncée à la draft se rapproche. On parle même des éventuels clubs, des éventuelles franchises qui pourraient s'adjuger Victor Wembanyama. On parle des Utah Jazz normalement, notamment aux États-Unis. Mais maintenant, j'ai envie de le voir grandir. C'est vrai que l'année dernière, il est sorti d'une saison où il était plutôt blessé. On l'a pas vu forcément donner, on va dire, montrer tout son talent à l'Asvel. Il était à Nanterre avant. Il a fait l'Asvel l'année dernière, l'Asvel de Tony Parker, bien sûr. Et donc cette saison Metropolitans 92 à Boulogne-le-Valois, il commence tranquillement. Il commence tranquillement. Il affole les stats. Il a plusieurs photos, notamment une avec Mbappé. Je sais pas si on l'a, mais on voit toute sa grandeur. C'est 2,21 m. Et on fera un petit point croissance, je pense, à chaque fois qu'on parlera de Victor Wembanyama pour voir. Oui, on l'a vu. Il était à 2,16 m. Maintenant, il sera à 2,21 m maintenant. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai pas C'est un envie. peu comme nos enfants, en fait. On les voit grandir au fur et à mesure. D'un côté, j'ai pas envie de m'enflammer parce qu'il est encore jeune et j'ai pas envie qu'il se grille et qu'il grille les étapes avant de faire le tremplin, on va dire, final en NBA. Maintenant, c'est vrai que quand on regarde les stats et quand on regarde ses performances sur le terrain, on voit aussi qu'il commence à prendre un peu en musculature. C'est ce qu'on redoutait, peut-être les blessures. Il est très longiligne, très très fin. Il commence à prendre un petit peu plus d'ampleur. Donc j'ai envie de dire, c'est vrai qu'on peut aussi s'enflammer parce qu'il commence de fort belle manière cette saison. Pierre. Sur TV78, on le couve ce petit. On en parle depuis longtemps quand même. Ce petit de 2m19, 2m21, 2m22, enfin, il continue à grandir. On le couve depuis longtemps. Là où je m'enflamme un peu, c'est que je dis que le temps sportif est un temps court. Et que ça fait déjà 2 ans, 3 ans qu'on en parle depuis qu'il est arrivé à Nanterre, après son passage à Boulogne-le-Valois. Et donc, il a déjà un peu d'expérience. Alors, OK en Pro A et dans les divisions inférieures ou de jeunes, mais il a déjà roulé sa bosse sur les parquets depuis 2-3 ans. Et quand on voit l'impact non pas seulement par la taille, mais par le rendement de ce jeune joueur sur les parquets, on peut, je dirais peut-être presque on doit s'emballer et s'enflammer parce que on a finalement depuis Tony Parker ou Rudy Gobert, on n'a pas tant de jeunes pépites françaises qui ont éclos au basket américain. Et souvent ça arrive plus tard également. Tony Parker par exemple a attendu 2-3 ans de plus pour éclore finalement. Et pour quel résultat? Et on a vu à quel point il a marqué la NBA à sa manière pour un sportif français, plus les équipes de France. Et de toute façon, il va aller s'aguerrir en NBA. Et je pense que c'est aussi un garçon qui est en train de bien grandir. On en parlait au tout début sur ce plateau en disant ne le grillons pas, laissons-le maturer notamment physiquement. Et là, il a l'air de prendre le chemin. Il fait entre guillemets que 95 kilos pour ses 2m19, 21 et quelques. Donc c'est pas encore un Golgoth à l'échelle de la NBA, mais il en prend gentiment le chemin. Et donc là on peut s'enflammer avec douceur et avec bienveillance pour ce jeune joueur en lui souhaitant la meilleure place dans la prochaine draft de NBA. Et les meilleurs basketteurs américains s'enflamment pour lui. LeBron James qui est pour certains le successeur de Michael Jordan, qui a gagné de nombreux titres en NBA, dit de lui que c'est un extraterrestre. On peut s'enflammer, Jean-Michel, quand même. Mais on peut s'enflammer, oui. Moi, je suis vraiment je pense que c'est un expert pour juger le basket, en tout cas. Mais il sait tout faire. C'est ça qu'il faut retenir. Lui, il sait tout faire sur le parquet, alors que d'autres étaient plus spécialisés. Lui, il sait tout faire. Ouais. Alors, surtout, il a marqué 7 paniers à 3 points quand il a gagné contre une équipe américaine. Alors que logiquement, vu sa taille, il devrait être dans la raquette, si je peux dire. C'est ça, c'est ce qui fait un peu qu'il...
son statut d'extraterrestre. Mais bon, il a quand même tout approuvé encore. Alors, bien sûr, les meilleures équipes vont se l'arracher et tout. J'espère qu'il gardera bien la tête sur les épaules. Mais bon, c'est un grand. C'est un grand, c'est évident. C'est le cas de le dire. Voilà. Moi, je suis toujours admiratif devant ces sportifs qui sortent de l'ordinaire. Et c'est qu'il passe petit à petit dans une autre dimension. On disait déjà les prospects américains étaient sur lui dès la saison dernière. Là déjà aux États-Unis, on n'a même pas commencé la saison d'NBA. On est déjà en train de dire dans quel club il va aller la saison prochaine. On s'enflamme énormément en France, mais on s'enflamme aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Donc on va voir. Bien sûr qu'on est super heureux de le voir enfin éclore. On a parlé de son talent, de son potentiel. Là, enfin, son talent éclabousse la France, éclabousse les États-Unis. Donc, on va lui souhaiter tout le meilleur. Le basketteur Giannis Antetokounmpo a dit « Tous les joueurs ressembleront à Wembanyama. En 2045, il impose une nouvelle norme, grand et surtout hyper polyvalent. » Vous êtes d'accord, Pierre Chevalier ? J'aurais pas eu cet eugénisme-là, mais en tout cas... il dit que c'est le futur, tout simplement, quand on regarde sachant tout faire. Les générations de sportifs sur un sport plus proche de moi, au rugby notamment, les jeunes qui éclosent maintenant en ce moment en U18 ou U20 sont sur des courbes de croissance, effectivement, qu'on n'avait pas à notre époque au siècle dernier, et qui semblent prouver que élevés au grain comme ça, effectivement, on va avoir des sérieux athlètes. Et il doit aller en NBA dès cette année, on est d'accord ? Ouais. Oui. Temps court. Pierre, oui. Faut y aller. Et pour vous aussi, Jean-Michel ? Bien sûr. Et moi, j'aimerais... Parce que là, pour le coup, il sera sous les feux des projecteurs en NBA. Oui, encore plus qu'en France. Il aura aussi tous les moyens pour performer et pour continuer à se bâtir un physique de déménageur. Et moi, j'espère le voir en équipe de France. Rapidement. C'est peut-être le plus... C'est peut-être lui qui commence à être sélectionné rapidement. Donc convocation, mais c'est vrai que ses blessures lui ont pas permis de pouvoir jouer. Pré-convocation. Grégory, il doit y aller dès cette année. En 2023. Oui, en NBA en 2023, c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. Moi, j'espère juste qu'il va pouvoir conserver son entourage. On sait qu'autour de lui, sa famille, c'est un entourage très sain. Je ne sais pas si sa famille pourra le suivre aux États-Unis, mais c'était aussi l'une de ses forces. Et on disait, on l'a bercé, on l'a couvé même, et j'espère qu'on pourra le faire grandir aussi tranquillement en NBA. Ce sera plus compliqué, il sera un peu plus exposé qu'en France. On suivra évidemment avec attention les performances de Wemby dans les prochains mois, et on n'en démord pas. On veut l'avoir en interview avant un départ aux États-Unis. Chez TV78. Sur ce plateau, je ne pense pas, mais en tout cas, en extérieur, avoir une interview avec lui. D'ailleurs, il rentre pas, oui, on n'a pas la place. Les portes sont trop petites chez nous. Ce sera peut-être l'une des dernières occasions de le voir jouer en France, avec un club. Avec l'équipe de France, peut-être pas, mais il faut se presser pour aller le voir avec les métropolitains. Il faut y aller. Ouais. On va maintenant parler d'un autre sportif yvelinois de haut niveau, mais cette fois-ci en voile. Louis Burton repart pour de nouvelles aventures. Le skipper originaire de Rambouillet va participer le 6 novembre prochain à la Route du Rhum 2022, un rendez-vous où il visera un top 5 sur son Bureau Vallée 3. On écoute Louis Burton au micro de TV78. J'ai été dans le top 5 avec une 5e place en 2014 en classe IMOCA, donc j'aimerais bien pas faire moins bien que ça, quoi. Mais bon, il faut déjà terminer, hein. C'est une composante importante, terminer une course et puis du coup gérer la zone rouge, pas casser et viser la meilleure place à l'arrivée. Moi j'ai une top équipe qui me suit pour le bateau Bureau Vallée depuis plusieurs années, donc on a essayé de penser à tout, ça c'est vraiment important. Et puis après c'est une histoire de calibration, de ne pas pousser trop loin dans la zone rouge et limiter les risques de casse. Puis il faut un peu de réussite, un peu de chance parce que c'est un sport mécanique au milieu des éléments, donc il peut se passer plein de choses. Louis Burton est en pleine préparation pour le Vendée Globe 2024. Il veut évidemment performer sur cette route du Rhum. La question sur cette thématique, Louis Burton a-t-il une obligation de résultat sur cette route du Rhum ? Oui ou non ? Vous votez. Obligation. Non pour vous, Pierre. Non pour vous, Jean-Michel. Non pour vous, Grégory.
Pourquoi Grégory ? Obligation, non. Après que ça puisse le mettre en confiance en vue de ce Vendée Globe 2024 qu'on attend tous avec impatience après sa 3e place lors de la dernière édition, oui, forcément. On se souvient sur une dernière grosse course, c'est la Transat, il y a 2 ans maintenant, c'était fin 2021. Non, c'était l'année dernière. Ouais, j'ai déjà envie de passer à 2023. On a vu c'est pas une déception, mais nous on a été déçus de son abandon très précoce sur une course où il était en duo, il faut le rappeler aussi, avec son nouveau bureau valet. On attendait aussi qu'il puisse performer sur cette course parce que c'était après le Vendée Globe la première grosse course avec son nouveau bateau. Maintenant là, il repart. On est à 2 ans du Vendée Globe, obligé de performer. Non, mais forcément, il faut pas qu'il casse, faut pas qu'il abandonne et qu'il casse son mât comme la dernière fois dès les premiers jours. C'est aussi un paramètre chance à prendre en compte. On verra s'il a le paramètre chance avec lui. Mais il peut se mettre sur très bon rail, j'ai envie de dire, en vue de ce Vendée Globe 2024 maintenant, en performant et en finissant cette course de la Route du Rhum. Pierre, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous le suivez avec attention depuis de nombreuses années aussi. Pareil, ça fait partie des athlètes yvelinois dont on parle souvent sur ce plateau. Obligation, d'accord avec Greg, non, parce que, il l'a rappelé, c'est un sport mécanique. On l'a vu sur le Jacques Vabre l'année dernière, à quel point ces athlètes que j'appellerais hors du commun malgré tout, parce que il faut quand même se le fader cette traversée quelle qu'elle soit, avec un seul à la barre d'un bateau comme celui-là. Et on avait vu à quel point une casse aussi inattendue, imprévisible, lui avait coupé l'herbe sous le pied au départ même, de la Jacques Vabre. Donc une obligation de résultat, non, parce que il est dépendant de la mécanique, d'un facteur chance qu'il a rappelé également, des éléments naturels. Et oui, on peut considérer que lui et son équipe ont mis tous les moyens de leur côté pour pouvoir performer sur la route du Rhum et en prévision justement avec cet investissement sur ce bateau, cette reprise, cette transformation pour performer sur le Vendée Globe. Là, il n'a pas forcément le choix dans la date sur l'entraînement avec cette course-là, mais en tout cas, il a une occasion de répéter et de montrer que son équipe a tenu compte des impondérables, comme la casse que l'on a rappelé, et pouvoir justement performer le mieux possible dans la tête, et puis après avec ce facteur chance qui le mettra bien au départ sur cette transat-là et sur le Vendée Globe. Jean-Michel. C'est bien résumé, franchement. Il est payé pour ça. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Effectivement, c'est aléatoire lorsqu'on est tributaire des éléments. Bon, après, ils ont analysé la casse du mât, sans savoir exactement pourquoi. Après, tout a été optimisé, les câbles, la tension des câbles, etc. Donc, avec une équipe très performante, c'est du très très haut niveau, c'est de la technologie. Il a mis tous les moyens de son côté. Il part parmi les favoris. N'oublions pas qu'il y a 137 bateaux au départ. Voilà. Il n'est pas tout seul. Il sera pas seul. Voilà, toutes catégories confondues, bien sûr. Maintenant, il peut gagner, mais toujours avec ce facteur chance. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est jour, nuit, 24 heures sur 24 à la barre. Ce sont des grands aventuriers, de grands bonhommes. C'est incroyable, quoi. Voilà. Il a fait 3e sur la Bermude Race, il a fini 5e sur la Vendée Arctique. Il est quand même plutôt bien placé à chaque fois, Louis. Il se place plutôt bien. Et la Route du Rhum, c'est une course aussi dont il a l'habitude. Son meilleur résultat, c'est 4e. 4e sur la Route du Rhum, c'était en 2014. Oui, donc sur le format, on se rapproche de plus en plus du Vendée Globe. Là, il sera tout seul, comme sur le Vendée Globe. Sur la Transat, c'était un format différent. Il y a cette traversée de l'Atlantique, même si on est sur un mini Vendée Globe, il n'y a pas de tour du monde pour le coup. Mais il se place bien, il se met petit à petit en confiance. Et forcément, c'est une étape importante dans cette préparation du Vendée Globe.
Pierre. Je pose juste une question philosophique là maintenant, c'est savoir si la course au grand large, ces courses-là vont être impactées par ce fameux réchauffement climatique dont on parle beaucoup et avec finalement des phénomènes météo qui vont sans doute dans les années à venir impacter ces grandes courses à travers l'Atlantique. C'est les premiers témoins en tout cas de ça, de la pollution aussi des océans. Ils sont les casses matérielles sur ce qui traîne dans les océans, ils témoignent beaucoup de la folie. sur ces sujets. Il y a beaucoup d'abandon justement dû à des objets flottants non identifiés. Ça a été le cas sur le dernier Vendée Globe. Il y a eu beaucoup d'abandon. Et ce qui avait expliqué aussi les bouleversements au classement avec ce final incroyable où Louis Burton finit 3e. On va maintenant parler football dans ce SOP. C'est l'un des sujets du moment. Kylian Mbappé peut-il quitter le PSG en janvier ou en fin de saison? Plusieurs médias, dont des journaux espagnols et des médias français, ont affirmé cette hypothèse, une information démentie par le club parisien et notamment par son entraîneur Christophe Galtier après plusieurs jours d'interrogation. Kylian Mbappé a pris la parole après PSG-OM pour dire que ce n'était pas vrai. Des affaires sont également sorties. D'après Mediapart, le PSG aurait utilisé une armée numérique pour dénigrer plusieurs personnes du monde du football, dont Kylian Mbappé, son propre joueur. Il se sentirait donc trahi. La question sur cette thématique, Kylian Mbappé doit-il quitter le PSG? Oui ou non? Vous votez. Non pour vous, Pierre Chevalier. Oui pour vous, Grégory Canalé. Et oui pour vous, Jean-Michel Richefort. On va faire un petit duel encore entre Pierre et Grégory. C'est le duel tant attendu. Grégory, vous commencez? Oui, il y a trop d'affaires. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on peut dire il y a des rumeurs qui sortent. Ce sont les médias espagnols qui essayent de faire grossir l'affaire après le non-départ cet été, parce que c'est aussi l'un des feuilletons de l'été. Est-ce que Kylian Mbappé quittera ou pas le PSG? On annonçait oui, finalement, il est resté au Paris Saint-Germain. Mais cette dernière affaire, il faut faire toute la lumière. Pour le moment, ça reste qu'une affaire qui est sortie par Mediapart, qui n'a pas été confirmée. Pour l'instant, le PSG botte en touche. Jean-Martial Rip, qui était le directeur de la communication, pour le moment, n'a pas réagi autour de cette affaire, mais cette affaire sordide où le PSG aurait payé une agence de communication pour dénigrer son propre joueur. En 2018, on rappelle plusieurs de ses joueurs. Plusieurs de ses joueurs. Il y a aussi Adrien Rabiot, notamment dans les victimes de cette armée numérique. Là, on dépasse tout entendement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a tellement d'affaires qui s'accumulent. Il y a eu aussi le pivot gate, le pivot gang, parce qu'il se plaint énormément, Kylian Mbappé, de son positionnement sur le terrain. Il dit qu'il prend plus de plaisir en équipe de France avec Giroud, avec Griezmann, qu'avec Neymar et Messi au Paris Saint-Germain, où il n'occupe pas sa position favorite, en tout cas celle qui est utilisée par Christophe Galtier. Non, là il y a une accumulation d'affaires qui font qu'au final, je pense qu'il devrait trouver son bonheur ailleurs. Même pour lui, grandir professionnellement dans le monde du football, c'est bien aussi qu'il puisse voir si l'herbe est plus fraîche ailleurs, et plus verte ailleurs d'ailleurs. Mais après, à quel prix? Ça, c'est aussi la question, parce qu'il vient de renouveler son contrat avec le Paris Saint-Germain. Et un départ de Kylian Mbappé se négociera pas en dessous des 200 millions d'euros. Donc, est-ce qu'un club aujourd'hui, peut-être à part Manchester City, pourrait s'offrir ce joueur? Le Real Madrid, je ne sais pas. C'est aussi toute la question. Mais pour moi, il faut qu'il quitte le PSG. Là, il y a eu trop d'affaires. Pierre Chevalier. J'étais mitigé sur cette question, mais juste un rappel sur la formulation de la question, où c'est plus nous ce que l'on pense de Kylian Mbappé. Exactement. Au PSG, plutôt que de se substituer à ce qu'il pense lui et à son avenir. Ceci étant dit ou rappelé, il faut également rappeler qu'il tient la baraque depuis 3 saisons quasiment. Peut-être un petit peu moins cette saison. Même si, voilà, ce que j'allais dire, même si Messi et Neymar, notamment avec ce triangle d'or, ont haussé leur niveau et sont un petit peu plus dans les standards et les critères qu'on attendait d'eux lorsqu'ils sont arrivés à Paris. Donc il tient la baraque. Ce qui me fait dire que pour l'instant, de mon point de vue, il ne doit pas quitter le PSG, c'est qu'on va avoir une saison particulière à Paris. C'est une saison de Coupe du Monde où il va y avoir une grande césure en hiver. Il va presque y avoir 2 championnats. On en parle notamment avec ces valses d'entraîneurs qui sont déjà en cours en Ligue 1, où le championnat va redémarrer en janvier, après la Coupe du Monde au Qatar, dont on a parlé, dont on reparlera peut-être. Voilà. Donc la saison va être particulière. Pour l'instant, on peut peut-être espérer que ce soit l'année ou jamais pour la Ligue des Champions. Donc, ne serait-ce que pour la gagner avec Paris, depuis le temps qu'on en parle,
Il faut qu'il reste à Paris. Maintenant, ce qui aussi me mettait dans une situation un petit peu hésitante sur la réponse à la question, c'est effectivement les affaires que vous avez rappelées. C'est assez incroyable, et même jusqu'à imaginer quel est l'intérêt, si c'est avéré, quel est l'intérêt d'un club comme Paris de mener une opération de sabrage comme celle-là, si ce n'est que pour faire prendre une décision plus rapidement qu'attendu, par rapport aux principaux intéressés, puisqu'il y a plusieurs joueurs concernés. Mais vous parlez de l'armée numérique. Voilà, de cette armée numérique qui est juste assez incroyable. J'ai même du mal à pointer l'intérêt d'une telle cabale. Mais ceci étant dit, la saison va être particulière. Pour l'instant, elle semble être bien partie, avec un Galtier qui est aux manettes, qui semble avoir trouvé des clés que les précédents n'avaient pas forcément activées ou actionnées. Au moins, il a l'oreille du vestiaire, et avec toutes ces stars, c'est une chose qui n'est pas forcément évidente. Et rien que pour les premiers matchs de Kylian Mbappé au parc de cette saison, sur la droite ligne de la saison dernière, voire la saison d'avant, il a à nouveau toutes les cartes en main pour être le taulier du vestiaire parisien, parce que je trouve que sur ce qu'on peut voir de l'extérieur, Messi et Neymar sont au niveau sportif, mais pas forcément au niveau d'influence qu'ils pouvaient avoir à Barcelone tous les deux, par exemple. Et il a l'occasion de remporter la Ligue des Champions. Peut-être après une Coupe du Monde euphorisante, même si on a du mal à imaginer ce que ça va donner pour l'équipe de France. Mais il pourra revenir un petit peu regonflé à bloc pour cette deuxième partie de saison. Et il sera temps de se poser la question pour la saison d'après, où là, il sera peut-être difficile de le garder. Jean-Michel Richefort. Oui, pour sa carrière, effectivement, doit-il rester au PSG? Moi, je dirais non. Faut qu'il parte à un moment donné à un autre. Alors, le plus tard sera le mieux, parce que, bon... il va partir, selon vous, quoi qu'il arrive? Quoi qu'il arrive... si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Si c'est pas cette année, ce sera forcément, je pense, l'an prochain, mais il partira. Il partira parce que, bon... PSG, ouais, c'est quand même particulier. Il y a l'entourage, il y a toujours des affaires, il y a toujours des choses. Bon, voilà, et on n'est pas concentré à 100% sur le football tel que on aimerait qu'il. On ne parle pas beaucoup de football. C'est bien dommage. Bon, c'est une grande équipe. On souhaite tous les voir enfin gagner cette Ligue des Champions. Mais voilà, on peut en douter. Cela dit, bon, c'est un grand joueur, c'est le taulier, c'est vraiment quelqu'un qui fait la différence, quoi. Et bien sûr que... Mais il faut le laisser encore... Et partir où aussi, et partir où? On pense tous au Real. Ça serait peut-être un bon choix, puisque on gagne le Real Madrid, on gagne des ballons d'or en plus. Liverpool ou éventuellement City. Oui, c'est les clubs qui sont capables financièrement de pouvoir se le payer. Moi, j'attends de voir. En tout cas, je suis impatient de voir le début de la Coupe du Monde pour voir dans quel état d'esprit il va l'aborder. Alors, pour le moment, ça semble pas l'atteindre, hein, ces affaires. Là, il est sorti de son match face à Marseille. Il est tout de suite venu à la presse. Ça ressemble quand même à une opération de communication. Oui, ça vous a surpris ou pas qu'ils viennent parler à la presse? Ça m'a surpris qu'ils viennent parler à la presse, mais on sent qu'il y a quand même un peu de langue de bois dans ce qu'il dit. Il dit qu'il ne croit pas, enfin, il fait confiance à son club, qu'il ne croit pas en cette information sur l'armée numérique. Il n'a jamais voulu quitter aussi le Paris Saint-Germain. Ça ressemble quand même à une opération de com. On essaye de désamorcer les choses. Mais moi, j'ai hâte de voir comment il va se placer dans cette Coupe du Monde. Est-ce qu'il va être en totale confiance, totalement libéré de toutes les affaires extra-sportives? Parce qu'il y a aussi un conflit en équipe de France sur le sponsoring, hein. Il y a eu des refus de sa part de participer à des séances photos parce qu'il jugeait que les sponsors en question, on parle de sponsors notamment de restauration rapide, n'étaient pas adaptés à son image. Il y a tout un tas de petites affaires PSG, équipe de France. Est-ce qu'il va être dans les meilleures conditions à la Coupe du Monde, où en plus l'équipe de France va aborder cette compétition peut-être avec des absences de poids? N'Golo Kanté forcément en premier lieu. Ça reste à démontrer. Pousser un génie et gérer un génie, c'est à ce prix-là. Je suis désolé, messieurs, c'est la fin de cette émission. Ça sera le mot de la fin avec vous, Grégory. C'est déjà la fin de cette émission. On va terminer comme d'habitude par une citation. Aujourd'hui, je vous propose une citation de la légende, le King Eric Cantona. Les Anglais ont inventé le foot, les Français l'ont organisé, les Italiens le mettent en scène. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV 78.